Bonjour JC Pierry. Salut. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui dans cette première édition de notre podcast vidéo. Donc tu es photographe, vidéaste, entrepreneur, influenceur, youtubeur, maintenant formateur, ancien professionnel de BMX, créateur d'événements. La liste est longue. Il y a beaucoup de Amoureux choses. de la nature, marseillais dans l'âme. Tu es spécialisé dans le sport, le voyage et l'animalier. Bon, ça c'est notre description, il y a beaucoup d'adjectifs. Ouais. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais ? Comme tu as Concernant. dit, je pense que c'est surtout la passion. Voilà, ma vie, c'est l'origine d'une passion, du sport extrême, qui a donné place à une nouvelle passion qui est celle de l'image. Donc voilà, aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, me dire, j'ai des passions, est-ce que je peux réussir à vivre de ma passion ? Et je pense que c'est ce que tout le monde rêve de faire dans sa vie. Alors forcément, on passe par plusieurs étapes compliquées, un peu plus simples parfois, etc. Et voilà, ce jour, je pense que j'ai réussi à vivre de ma passion et à réaliser une partie de mon rêve, quoi. C'est super. Alors justement, donc tu parlais du BMX, que tu as commencé par faire du BMX et des vidéos de BMX, on le sait avec ta chaîne YouTube et tout ce que tu as pu dire dessus. Maintenant, comment tu as réussi à avoir des gros contrats avec des grandes marques ? On a vu, on le voit sur ton site internet par exemple, il y a énormément de marques avec qui tu travailles. Comment t'es arrivé à trouver ce genre de contrat-là ? Alors voilà, comme je t'ai dit, c'est vraiment parti du monde du sport extrême à la base. Parce que je faisais tout simplement des vidéos avec mes amis, on regardait des trucs sur internet, on s'est dit tiens, pourquoi on ferait pas ça ? Et donc moi j'avais volé le caméscope de mon père et on avait filmé ça avec des cartes et tout, enfin des trucs un peu bizarres. Et donc de là, on commençait à se filmer et en même temps, en parallèle de toutes les vidéos que je faisais, j'ai fait en même temps une école de commerce, donc Cage Business School, où j'ai fait une licence en finance et après un master en sport event. Et en fait, de ce master-là, dans l'école, j'avais besoin de faire des événements, des projets pour l'école. Donc, on a créé des événements. Et forcément, les événements que je voulais créer, pour moi, c'était top d'allier encore la passion du vélo et de l'événementiel, donc créer des compétitions de BMX. De là, il y avait des super riders en France, mais c'est vrai que si tu amènes des riders internationaux, ça change un peu tout, quoi. Et je commençais un petit peu à voyager, moi, à titre perso, pour des compétitions. J'étais professionnel à ce moment-là en BMX. Je vivais pas du BMX, juste pour info. Ils sont peut-être 3 aujourd'hui à vivre du BMX en France, pleinement. Mais j'avais des sponsors qui m'aidaient, etc. Et puis, je faisais des compétitions en pro. Donc, en soi, j'étais professionnel. Et de là, en fait, je me suis dit, voilà, il faut que j'invite des gens. Et je suis parti sur une compétition en Estonie, la Simple Session, où j'ai commencé à rencontrer des riders pros, discuter un peu avec eux. Au fur et à mesure, je commençais un peu à me perfectionner sur l'anglais, alors que j'étais nul vraiment à l'école. Et de là, en fait, je leur ai dit, voilà les gars, j'organise une compétition à Marseille, est-ce que ça vous dit de venir ? J'avais 1 500 € de prize money, alors c'est pas ouf pour des compétitions, mais c'est déjà cool. Et j'ai invité 2 gars, dont un, il s'est dit, en même temps, si je viens, je vais gagner, quoi. Et puis en même temps, il y avait une super rampe. Et de là, je lui ai dit, voilà, si tu viens, tu vas pouvoir rider cette rampe et tout. Il est venu, il a gagné. Et en fait, de là, il m'a dit, il a tout aimé, le concept, tout ce qu'il y avait autour, peut-être ma façon d'être avec lui aussi, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé quelque chose qui a littéralement changé ma vie. Il m'a dit, j'ai une maison en Californie où il y a 6 des meilleurs riders du monde qui vivent dedans et qui rident tous les jours, puisque j'ai un skatepark dans la maison. Et si tu veux passer l'été avec nous, t'es la bienvenue. Là, tu vois, quand t'as, je sais plus quel âge j'avais, peut-être 22 ans ou quoi, et que on te propose clairement le rêve américain, surtout que à ce moment-là, ton truc, c'est le vélo, un peu d'image, mais bon, j'en vivais pas non plus. L'été, j'étais libre puisque j'étais à l'école, donc j'avais mon été de libre. Je dis, vas-y, on fonce, quoi. Donc j'économise un peu pour payer mon billet d'avion, et on part là-bas. Et à ce moment-là, moi, j'avais pas de l'argent pour payer la chambre et tout. Il m'a dit, c'est pas grave, on fait un compromis. Je te file la chambre gratuite, mais tu me filmes pendant 1 mois et on fait une belle vidéo à la fin. J'ai fait, chaud, c'est cool parce que je paye pas. En même temps, je fais des belles vidéos. Et en fait, de là, j'ai commencé à rencontrer tous les meilleurs riders du monde grâce à ça. Et au fur et à mesure, donc, je faisais des images d'eux. À ce moment-là, il y avait pas forcément énormément de vidéos sur Internet de sport extrême, même en général. Et donc, les vidéos étaient vite remarquées. Surtout que c'était les meilleurs riders. Donc, forcément, ils étaient rapidement, le super, ce rider, elle a sorti une vidéo. C'est qui l'a faite ? C'est pas mal et tout. Et de là, en fait, j'ai commencé à choper les sponsors de ces gars-là. Donc, Red Bull, Vans, etc. Ils se sont dit, on va peut-être prendre ce jeune qui a fait une vidéo de lui. C'était pas mal. On va leur redonner une chance. Et cette fois-ci, on va faire un projet et on va le payer aussi pour ça. Donc, pour moi, ça a commencé à être nouveau. À être payé pour faire des vidéos de sport extrême, du sport qui m'a tout donné et de ma passion, quoi, en même temps.
Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos de sport extrême vraiment un peu plus haut niveau et surtout avec des marques et être rémunéré. Et ensuite, de là, quand je suis rentré en France, il y avait une personne qui est aujourd'hui mon meilleur ami, Benjamin Aguad, et qui m'a proposé de faire des vidéos de soirée. Et en fait, de ces vidéos-là, j'ai touché un autre domaine, donc autre que le sport extrême. Et je partageais beaucoup sur Facebook, etc. à chaque fois les vidéos. Et en fait, tout mon entourage, au fur et à mesure, voyait ces choses-là et se sont dit, bon, bah, tiens, on va le faire travailler un peu là-dedans, on va le faire travailler là-dedans. Et donc, j'ai touché à tout et sans jamais me renier un domaine. Tu vois, genre, une fois, il y a une vidéo que j'ai jamais faite, mais j'aurais voulu la faire, mais c'était vraiment au tout début. On m'avait proposé de filmer l'inauguration d'un escalator dans un centre commercial. On parle vraiment d'un truc pourri à filmer quand même, tu vois. Et en fait, j'ai jamais pu le faire parce que j'étais pas là. Et je me suis dit, mais c'est con parce que, c'est vraiment un défi parce que faire une belle vidéo de l'inauguration d'un escalator, ça, c'est un sacré défi, tu vois. Et même ça, je l'avais pas renié, c'est juste que j'étais pas là et j'ai un peu un regret de pas l'avoir fait parce que je me suis dit, comment j'aurais pu faire une belle vidéo de ça? Et en fait, c'est ça que je peux conseiller un peu aux gens, c'est que il faut tout prendre et en fait, toutes ces expériences-là vont te permettre d'apprendre plein de choses et puis après, être capable de tout savoir filmer. Donc aujourd'hui, moi, c'est vrai que, sans prétention, mais quand on me dit, tiens, tu peux filmer ça et que j'ai jamais fait, ça me fait pas peur. Parce que comme j'ai touché un peu à tout, mais dans toutes les conditions, que ce soit une grosse équipe ou moi tout seul avec mon sac à dos, comme ça, à partir de l'autre bout du monde, bah, j'ai réussi à me démerder. Et donc aujourd'hui, aucun projet, à part peut-être un gros projet de film où tu me donnes des énormes responsabilités, mais sinon, aucun petit projet va me faire peur, quoi, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai touché un peu à tout. Et après, l'école de commerce a été aussi le cœur de tout parce que les élèves qui étaient dans l'école de commerce ont travaillé dans plein d'autres sociétés, comme une de mes meilleures amies qui a travaillé chez Karl Lagerfeld, qui m'a permis de faire des vidéos pour Lagerfeld après. Donc en fait, c'est tout un réseau ensuite qui te permet de rentrer là-dedans. Pas forcément du piston, ça c'est important de dire, c'est pas du piston, mais c'est des gens qui te conseillent, et après, bah, toi de faire tes preuves sur place, et c'est la raison pour laquelle, après ils m'ont rappelé, parce que c'était pas du piston, c'était juste, on te conseille, et après, tu vas et tu fais tes preuves, quoi. Voilà. Bah, c'est vraiment génial. C'est des gens qui te conseillent parce qu'ils te font confiance. C'est ça, voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu t'y prends pour gérer tes multiples casquettes? Parce que c'est vrai que tu as plein de projets, tu dois gérer beaucoup de choses. Sur tous ces projets-là, tu es sur Instagram, YouTube, plusieurs réseaux sociaux. Là, alors voilà. déjà, il y a plusieurs métiers. En fait, c'est ça, en fait. C'est que ça. tu comprends qu'il y a plein de métiers qui rentrent dans un seul. Quand tu es entrepreneur, c'est ça le truc. Hein, c'est que tu fais plein de métiers. C'est pas juste une seule casquette. Alors, le sport extrême, déjà, je l'ai mis de côté, malheureusement. Déjà parce que j'ai moins le temps et surtout que je peux pas me permettre de me faire mal. Donc voilà, c'est même juste jouer au foot avec les collègues, des fois des trucs comme ça, je le fais, mais je fais très attention en fait. Donc il y a un peu certains sacrifices aussi autour de toi que tu dois faire par rapport à ton métier. Donc là, tout ce qui est sport, etc., voilà, forcément, j'ai mis de côté. Après, les différentes casquettes, là maintenant, j'ai la chance, peut-être on en reparlera après, mais j'ai la chance maintenant d'avoir 4 personnes qui travaillent avec moi. Donc, j'ai appris à déléguer. Ça aussi, c'est une chose qui est très compliquée. Pendant longtemps, c'est dur de déléguer parce que comme c'est ton bébé et que tu délègues à quelqu'un, tu donnes la responsabilité à quelqu'un d'autre de faire ce que toi, tu aurais dû faire. Et donc, si lui, il se loupe, il te fout toi clairement dans la merde. Il peut tout détruire. Donc, c'est là où c'est très compliqué de déléguer. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai su m'entourer au fur et à mesure, progressivement, de gens vraiment d'extrême confiance. Et c'est donc ce qui me permet de déléguer maintenant. Par exemple, je vais avoir Jérémy qui va m'aider aussi sur la partie montage des vidéos YouTube. Parce que j'ai pas le temps de faire les montages des vidéos YouTube. On va tourner les formations ensemble, on y reviendra après, je pense. Mais tout ça aussi, mes projets personnels, donc les projets pour les clients, là, c'est moi qui tourne, c'est moi qui monte. Par contre, ça, c'est vraiment mon projet à moi. Après, bah, tout ce qui est Instagram, ça, c'est moi qui gère pour ma partie perso. Pour la partie formation, j'ai quelqu'un qui gère toute la communication sur ça. En fait, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire à un moment. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de déléguer quand tu veux vraiment t'agrandir, quoi. À un moment, il faut faire des choix. Exactement. Et alors, en ce qui concerne la partie, donc, tu parlais de déléguer, de trouver des gens de confiance. Avant ça, pour revenir un petit peu à tes débuts, est-ce que ta famille, tes amis t'ont aidé à te construire dans cette passion, ont aidé tes choix? Oui, dans le sens où ils m'ont jamais bridé. C'est vrai que souvent, j'ai des jeunes qui me disent oui, mais mes parents, ils pensent que c'est pas un métier d'avenir, etc. Alors, moi, ce que je leur réponds, c'est que de la photo, de la vidéo, de l'image en général, aujourd'hui, il y en a de partout. Et je pense que c'est le truc qu'on retrouve le plus autour de nous. Quand tu regardes la télé, tu regardes ton téléphone, tu regardes un bouquin, tu regardes dans la rue des photos.
Donc ces photos-là, ces images que tu vois, il faut pas claquer le doigt, il y a des personnes qui créent ça derrière. Donc c'est un métier d'avenir, parce que de l'image, il y en aura toujours. Et bon, ça forcément, avant, on le comprenait pas forcément, parce qu'il n'y avait pas tous les réseaux. Moi, j'ai commencé il y a à peu près 15 ans, mais bon, pas professionnellement non plus. Mais à ce moment-là, on comprenait pas forcément ça. Mais c'est vrai que ma famille m'a jamais dit non, parce que c'est vrai qu'en parallèle, j'avais aussi mes études. Donc, ils savaient peut-être au fond d'eux, ils m'ont peut-être pas bridé parce que j'avais un plan B. C'est-à-dire qu'ils savaient que j'avais une licence en finance, j'avais un master en sport event, et que si je me plantais dans la vidéo, bon, ben, au pire, j'avais ça et j'allais travailler autre part, quoi. Et donc, en fait, je pense que ça les a vraiment réconfortés d'avoir ça derrière. Et peut-être que c'est vrai, si certaines personnes sortent du bac et ils vont pas faire d'études, ils se disent, tiens, je me lance dessus dans l'image, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'avantage, c'est ce que je conseille aux gens, c'est en parallèle peut-être quand même de faire d'abord des études sur quelque chose d'un peu concret, où tu as la certitude de dire tu vas avoir quand même un métier. Et l'image, comme c'est pas du jour au lendemain que tu peux en vivre, le faire progressivement. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait progressivement sans savoir que j'allais pouvoir en vivre en fait un jour, mais en me disant que j'aimerais en vivre. Donc, je mettais toutes les chances de mon côté pour le faire. Mais voilà, en même temps, j'avais les études. Et donc, j'avançais sur la vidéo en parallèle, ainsi que le sport extrême aussi. Mais bon, ça, après, j'ai arrêté. Et parce que par exemple, ça, c'est un bon exemple. Le sport extrême, j'avançais. Puis quand j'ai compris que je pouvais pas en vivre, parce que techniquement, en France, c'est très compliqué, puis j'avais pas le niveau, tout simplement, j'arrivais pas à avoir le niveau pour en vivre. Bon, j'ai arrêté. Mais, tu vois, j'avais les études en parallèle. Donc, c'est un bon exemple pour montrer que ça, je l'ai fait en parallèle, ça n'a pas fonctionné, mais j'avais mon plan B des études. Mais j'avais un plan C, en gros, c'est la vidéo et la photo. Et donc ça, par contre, lui, j'ai continué. Et comme je commençais à vendre des petites prestations, 200, 300, 500 euros par-ci, par-là, je me suis dit, bon, c'est cool, mais c'est pas un revenu à plein temps, tu vois. Et puis à un moment, c'est devenu un revenu à plein temps. Et l'événementiel, ça me plaisait beaucoup moins. On a eu quelques crashs dans l'événementiel qui étaient complexes, qui fait que je me suis dit, c'est pas pour moi. Et là, d'un coup, la photo et la vidéo a pris le dessus, j'ai réussi à en vivre. Et donc, j'ai continué là-dedans, quoi. Donc oui, pour tous les jeunes qui se disent ça, est-ce qu'on peut en vivre? Oui. Mais je leur conseille vraiment d'avoir une petite base quand même solide à côté. Peut-être que tu sais que tu as un boulot, même si tu n'as pas forcément fait des études, mais tu sais que tu peux aller travailler dans un magasin, tu as des petites ouvertures quelque part, au cas où, pour pas te retrouver avec rien, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais vraiment des inconvénients, du fait que tu avais dû arrêter le BMX professionnellement. Est-ce que tu as vu justement, au fur et à mesure de tes expériences, d'autres inconvénients vraiment au métier de la vidéo et de la photo? Alors, je sais pas si c'est au niveau le métier de la photo, de la vidéo, mais c'est plus quand tu es entrepreneur, parce que c'est un métier d'entrepreneuriat, et c'est plus les sacrifices que tu vas faire à côté, que les gens voient pas forcément. C'est pas des choses qu'on partage sur les réseaux sociaux, mais quand je vois pas du tout ma famille, je vais pas le dire sur les réseaux, j'ai pas vu ma famille. Ben non, en fait, pendant longtemps, je les voyais pas, ou je privilégiais d'aller faire des images au lieu d'aller les voir. Des fois, j'avais des projets qui tombaient en plein milieu d'anniversaires importants, j'allais pas aux anniversaires. Des trucs que ta famille a du mal à comprendre parfois. Mais aujourd'hui, ils savent que j'ai réussi, et donc ils se disent, il a fait le bon choix, quoi. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai envie d'être présent pour tous ces anniversaires, donc je rattrape un peu le temps perdu, tu vois. Et donc oui, il y a plein de sacrifices. Moi, j'avais fait un autre sacrifice plutôt aussi sur ma vie sentimentale, c'est-à-dire que pendant 6 ans, où vraiment je me développais, j'ai décidé, après ça c'est personnel, mais j'ai décidé de pas me mettre avec quelqu'un. Parce que forcément, quand tu vas te mettre avec quelqu'un, en soi, je vais appeler ça une contrainte de temps, puisque tu dois consacrer du temps à cette personne-là. Et moi, je voulais consacrer du temps à personne. Parce que je savais que si je consacrais du temps à quelqu'un à ce moment-là, même à ma famille, j'allais perdre ce temps que j'aurais pu utiliser pour évoluer et donc pas arriver à ce que je voulais. Donc voilà, ça, c'est un énorme sacrifice. En fait, c'est un peu égoïste, forcément, mais je pense que tu es obligé à un moment d'être un peu égoïste à ce niveau-là pour pouvoir arriver à ce que tu veux faire, quoi. Donc tu parlais donc des jeunes d'avoir des plans B, tout ça. Sur toute la partie premier contrat, moi je veux savoir, est-ce que tu préconises aux jeunes de faire des vidéos gratuitement, directement, pour pouvoir évoluer dans ce milieu-là? Moi je pense que, en fait, voilà, c'est vrai qu'on va dire que quand tu fais une vidéo gratuite, tu casses en gros le marché de quelqu'un qui va pouvoir gagner sa vie, quoi, faire une vidéo payante et gagner sa vie. Malheureusement, on est quand même dans un métier artistique où déjà il n'y a pas de grille tarifaire. Donc tu peux pas dire une vidéo ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant.
C'est très compliqué aujourd'hui d'expliquer comment on fait un devis ou une facture à quelqu'un, parce qu'il n'y a pas vraiment, à part l'amortissement du matériel que tu peux retrouver avec une valeur du matériel que tu peux retrouver facilement chez un loueur, etc. Mais ta prestation à toi, elle est compliquée. Le temps, je veux dire, combien tu vaux toi à l'heure, à la journée, en montage, en tournage, c'est compliqué quand même à estimer, mais on apprend au fur et à mesure à le faire. Et au début, tu vaux pas grand-chose, quoi. Tu vois, clairement, puisque tu débutes et que tu as besoin de faire des images. Et comme tu as besoin de t'entraîner, donc si tu veux pas trop casser le marché, fais des projets perso. Pour montrer, en fait, le but aujourd'hui pour démarcher, c'est que tu aies un CV. Donc nous, dans n'importe quel métier, c'est un CV. Nous, notre CV, ça va être une banque, un album photo ou un showreel en vidéo qui résume tout ce que tu as pu faire. Donc c'est ça que tu vas montrer. Tu vas pas dire, tiens, j'arrive de là, j'ai fait ça, machin. C'est vraiment ces deux trucs-là. Et donc il faut que tu aies des images. Si tu arrives à quelqu'un et dire bonjour, je vais faire une vidéo de tous vos hôtels. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout, mais vous inquiétez pas, ça va être bien. Le mec, il va dire non, monsieur, vous comprenez bien que je vais pas vous prendre, je vais pas vous payer je sais pas combien, alors que je sais pas ce que vous faites. Donc, il va falloir que tu fasses des images. Donc, soit tu vas proposer à un petit hôtel, un petit truc, de faire 2-3 images, de faire un projet pour que toi, tu aies tes propres images pour montrer après. Donc, forcément, soit tu vas, tu leur dis, par contre, voilà, moi, je débute, mais si vous pouvez me payer juste à peine, c'est cool, ils vont te payer un petit peu. Soit tu leur dis rien du tout parce que je suis pas sûr du résultat du tout. Et là, tu te fais un peu la main aussi. Le but, c'est que tu apprennes aussi sur le tas. Et en fait, c'est avec ces petits projets-là que tu vas réussir à te faire ta banque d'images qui va te permettre après de démarcher. C'est vrai que c'est compliqué, mais tu es obligé de passer par le fait de faire des vidéos gratuites. Si tu veux pas trop faire des vidéos gratuites pour des clients, parce que c'est pas forcément ce que je conseille, parce qu'on casse quand même en soi un peu le marché, même si on est obligé vraiment de le faire au début, fais des projets perso. Et moi, je pense que même mes projets perso sont les plus beaux parce que j'ai carte blanche, je laisse cours à ma créativité. Et en fait, ces projets-là, c'est ceux que tu es plus fier de montrer en plus derrière. Parce que quand tu travailles pour un client, il va être bridé, il va dire, ah oui, non, par exemple, tu vas filmer un hôtel. Oui, mais cette pièce, moi, je voulais pas trop la montrer, etc. Alors que toi, ton plan était super beau, tu voulais le mettre. Tu vois, ça t'emmerde un peu parce qu'après, tu pourras pas montrer. Alors que tes projets perso, tu vas te régaler vraiment. Et je pense que comme tu vas laisser place à ta créativité, tu vas vraiment montrer qui tu es, ce que tu aimes faire. Et ça va être bien aussi pour démarcher derrière. Donc, un petit peu de projets gratuits pour des clients pour dire, ah tiens, j'ai travaillé pour lui. Et plein de projets perso avec tes amis, etc. Pour ensuite, te faire un beau portfolio. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure de faire confiance et faire confiance justement à toutes les personnes qui t'entourent et que tu as trouvées au fur et à mesure des années. Est-ce que justement, quelle qualité tu recherches justement dans des personnes qui t'assistent, qui t'accompagnent durant tes voyages? Parce que c'est vrai qu'ils doivent partager ton intimité tous les jours, toutes tes journées, les repas. C'est des personnes importantes. Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit des amis? Qu'est-ce que tu recherches vraiment chez eux? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, dans ma société, j'ai 3 vrais amis et une personne que j'ai rencontrée via une autre société et aujourd'hui forcément une amie aussi, mais qui n'était pas une amie à la base. Je l'ai pas embauchée parce que c'est une amie. C'est vrai que c'est toujours compliqué de travailler avec ses amis parce qu'on se dit que si un jour il y a un problème, en fait, on va moins facilement au clash avec un ami, à mon sens, qu'avec quelqu'un que tu connais pas. Je veux dire, quand tu es chef d'entreprise, tu le connais pas. T'as pas trop de problème à lui dire, oh là, tu déconnes, machin, etc. Alors que tes amis, t'as envie de prendre un peu plus des pincettes. Et c'est un peu compliqué. Mais entre nous, en fait, on a vraiment instauré ça aussi. On se dit, on s'est dit, on se dit tout, en fait. Tu vois, donc, dès qu'il y a un problème, moi, c'est un peu qualité et défaut. C'est-à-dire que j'aime pas le conflit. Donc, en fait, quand je sens qu'il y a un problème, j'ai plutôt cette envie de me dire, OK, la personne va s'en apercevoir toute seule. Elle va le régler toute seule. Comme ça, j'évite de l'engueuler, parce que c'est pas cool d'engueuler quelqu'un, et elle arrange le problème, hop, on n'en parle plus, c'est fini. Le problème, c'est que des fois, t'en parles pas, et en fait, moi, je le prends sur moi, jusqu'au jour où je vais le dire, et je vais le dire très mal, en fait. Alors que si je l'avais dit dès le début, gentiment, ça serait peut-être passé. Mais comme j'avais pas envie de ce petit conflit au début, ça peut faire un gros clash après à la fin. Et donc maintenant, moi, j'essaie de travailler sur ça, parce qu'en fait, j'essaie d'être le plus gentil possible, le plus longtemps possible, en me disant que cette personne va s'apercevoir de ce problème-là. Et parfois, ils s'aperçoivent pas du problème et donc ça peut clasher. Après, on s'arrange, hein, c'est pas un clash au point où on se parle plus jamais, mais c'est vrai que c'est important en fait d'avoir de savoir gérer ça. Et quand tu disais ce que je recherche chez les gens, c'est plus
Ben moi, c'est vraiment la confiance. Tu vois, c'est en fait, comme je te dis, j'aime pas m'engueuler avec les gens parce que je leur fais extrêmement confiance et il faut pas trahir ma confiance en fait. Je suis trop je sais que je suis trop bon, trop con en fait, malheureusement. Et ça m'a fait défaut des fois avec des gens par contre avec qui je ne parlerai plus jamais de ma vie, vraiment parce que des gens m'ont réellement trahi, mais à un point où j'avais pendant des années des boules au ventre tous les jours. Je pensais à eux, etc. de ce qu'ils m'ont fait. Je me dis mais comment ils ont pu me faire ça alors que je leur ai tout donné, mais vraiment tout donné, et j'ai jamais rien fait de mal pour eux, contre eux. Et voilà. Bon, après, c'est pas des gens à qui j'ai envie de parler, même j'ai pas envie de les mettre en avant parce que ça peut toujours se retourner contre toi alors que c'était toi qui allais bien, quoi. Mais en fait, ils ont trahi ma confiance. Et donc, pour moi, ça c'est la base dans le boulot, c'est avoir confiance en gens et qu'ils soient professionnels aussi. Tu vois, derrière, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, comme chaque chef d'entreprise. Et forcément, s'il déconne, ben, c'est toi qui subis immédiatement derrière. Et comme on n'est pas beaucoup, eh ben, ça va vite se ressentir, en fait. Donc, confiance et professionnalisme, pour moi, c'est primordial. Et après, forcément, dans les voyages, ben, des gens agréables, tu vois, des gens avec qui tu rigoles. Si t'as des gens qui parlent jamais, qui rigolent pas, qui n'ont pas de sens de l'humour. Nous, toute la journée, alors, c'est particulier, mais toute la journée, on s'insulte, nous, au bureau. Tu vois? Mais on sait que on s'envoie des pics, on s'envoie moi, toute la journée, je leur dis, je vais les virer, quoi. Tu vois? Mais on rigole, mais parce qu'on sait très bien, tu vois? Mais même les employés, mes amis ensemble se disent, ah, il va te virer, on rigole, mais jamais je ferai ça. Mais c'est ce truc où on est totalement ouvert, en fait, qui fait que tout va bien entre nous et qu'en fait, on se dit tout. Tu vois? Et ça, je pense que voilà, c'est aussi une qualité de vie dans la société qui est géniale. Si tu rentres au bureau, que personne se parle, tout le monde est sur son ordinateur, fait son boulot, et qu'à 17h, dit merci, au revoir, à demain. Bah, c'est pas rigolo. Tu vois, voilà. Moi, c'est surtout pas ce que je veux dans ma société. Donc, faut vraiment créer une bulle, une atmosphère agréable, quoi. Voilà, après, chacun a ses façons de discuter et tout, mais oui, nous, toute la journée, on s'insulte, on se dit des trucs, mais voilà, on dit, t'es trop nul, t'es pourri, moi, on a un truc entre nous, voilà, pour montrer, mais par exemple, quand Jérémy fait les montages vidéo qui me montre pour voir le résultat, et que j'aime bien, je lui dis, c'est une belle merde. Et en fait, c'est complètement l'opposé. En fait, moi, ça veut dire que c'est très très bien. Je te dis ça aussi, toi. Tu vois, en fait, ça veut dire que c'est vraiment bien. Et des fois, par contre, ce qui est dommage, c'est quand on va sur des tournages avec des clients qui peuvent pas comprendre ça, et que des fois, nous, sans faire exprès, on le dit presque au client, quoi. Tu vois, c'est une belle merde, ça et tout. Et là, on dit, attention, parce que là, il va pas comprendre, lui. Alors qu'en fait, c'est très bien. Donc voilà, en fait, on s'insulte gentiment, et ce qui fait qu'il y a toujours une bonne entente entre nous. Ah, c'est génial. Yeah. Alors moi, je vais revenir sur le milieu. On a dit que c'est un milieu avec beaucoup d'images. Mm-hmm. On le voit avec les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, toutes ces plateformes-là. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont influencé dans ce milieu avant d'arriver là où t'en es aujourd'hui? Est-ce que tu regardais des vidéos de gens où tu t'es dit, il faut que j'arrive à faire des choses comme ça? Dans le monde du BMX, à la base, c'est un pote que j'ai pu inviter sur ma première compétition en plus, s'appelle Mike King, c'est un Anglais. Et en fait, dans le monde du BMX, on a été les premiers, donc lui, forcément avant moi, puisqu'il m'a inspiré sur ça, mais à filmer avec des objectifs photos du 50 mm, tu vois, aller faire des petits plans transition, on lui fait une petite fleur, un machin, un plan serré sur le vélo, etc. Avant, le sport extrême, c'était fish eyes, avec les bords bien noirs dégueulasses, voilà. C'est ça, quoi, le truc. Et les gens aimaient ça, puisqu'il y avait que ça. Et on a commencé à découvrir aussi, il y avait une première vidéo qui s'appelait la Low Tech Vancouver en BMX, où les gars ont commencé à utiliser un peu le système du skate pour faire des travelling en BMX. Et là, on s'est dit, waouh, un travelling, tu vois. En fait, c'était que des plans fixes, d'un mec à côté d'une rampe avec le fisheye qui montait comme ça, etc. Et donc là, on s'est dit, ah ouais, ça c'est différent, t'as une autre vision, tu suis le rider. Et en plus, les mecs, ils commencent à ajouter des petits plans serrés. Et je pense qu'on était vraiment, mais une dizaine à peine dans le monde, vraiment à ce moment-là, à commencer à faire des petits plans serrés. Beaucoup critiquaient ça, en disant, ouais, c'est pourri, c'est pas du sport extrême, enfin, nous, on veut des vidéos trash, tu vois. Enfin, il y a toujours ce côté un peu trash dans le sport extrême. Et maintenant, tout le monde fait ça. Tu vois, donc ça veut dire que ça s'est démocratisé, et c'est ce genre de choses, moi, qui m'a inspiré, dont ce gars Mike King, voilà, parce qu'il avait une vision complètement différente du sport extrême, l'art de l'image, et voilà. Moi, je pense que c'est lui, au départ, qui m'a donné envie surtout de faire des plus belles vidéos. C'est pas lui qui m'a donné envie de faire des vidéos de BMX, mais qui m'a donné plus de faire des plus belles vidéos, et donc de jouer sur l'esthétique des images, et pas tout simplement juste filmer ce qui se passe, quoi. Oui, c'est vrai que c'est intéressant.
Ça change, tu changes totalement de style. Ah oui, et c'est donc clair. forcément, C'est clair. Tu ressors de la masse Exactement. de vidéos qui existent. On se demandait, parce que tu as fait pas mal de voyages, tu as fait beaucoup de vidéos. Est-ce que tu aurais pas une anecdote un peu folle de tournage que tu aurais jamais racontée ou ce genre de truc? C'est compliqué. Ouais, non, il y en a plein. Après, des trucs que j'ai jamais racontés, non, pas forcément. Il y a pas un truc particulier, mais dans tous les voyages, qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah, j'en avais parlé de mon live Canon, une photo. Il y avait une photo où je suis à Svalbard, donc dans le pôle Nord, où on a dormi dans une tente à moins 35 degrés, avec les aurores boréales, enfin magnifique le truc. Et là, on a failli se faire attaquer par un ours, quoi, la nuit. Donc là, voilà, c'était un moment assez particulier, surtout que juste avant, le guide nous avait un peu perdus, genre il savait plus trop où on devait aller. Et puis dans la nuit, on était dans la tente et les chiens sont mis à hurler à la mort. Et on demande au guide c'est quoi, il dit vous inquiétez pas. Nous on était dans la tente, je dis mais qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que quelqu'un était en train d'égorger les chiens, vraiment un bruit horrible. Et il me dit non, il doit y avoir un ours autour de nous. Ah ok, super. Tu vois, genre toi t'es là dans ta tente. Et de là en fait le guide il est parti et puis on disait oh t'es où, il ne répondait plus. Donc on se dit putain ça y est, il s'est fait bouffer, genre un truc, enfin nous on savait pas quoi faire quoi. Et après il est revenu, il dit non bon il devait juste être curieux, il était par là machin. Et genre une peur énorme, quoi. Et j'ai dormi toute la nuit avec ma frontale allumée, mon couteau suisse ouvert dans la main. Je me suis dit, malheureusement, voilà, c'est... Ah non, mais c'est clair. Voilà, ça, c'était une anecdote assez particulière sur ce voyage. Ouais, ça nous convient. Ça nous convient. Complètement. Et en ce qui concerne, donc, sur tous ces voyages, on voit quand tu es allé à Madagascar, on a vu, il y a un moment, c'est sur la fin de ton reportage où tu es complètement bouleversé par le Noël des enfants. Donc, il y a beaucoup de moments comme ça qui sont très touchants. Est-ce que toi, tu tires vraiment une philosophie de vie derrière, de pouvoir faire ces safaris, de pouvoir découvrir clairement. Des milieux Clairement. comme ça? Là, le Madagascar, moi, alors, j'ai eu la chance, avant de faire un autre voyage qui m'avait un peu plus bouleversé aussi, c'était au Vietnam avec mon père. On avait vu pas mal de choses, mais c'était quand même encore un voyage un peu touristique, tu vois. Alors, pas en mode ultra touristique, mais bon, on allait quand même voir les villages, on a vu des petits enfants. Moi, au Vietnam, il y a un truc qui m'avait choqué, c'est que j'étais à 4-5 mètres d'un petit gamin, et j'étais avec mon gros boîtier, j'avais mon 1DC à ce moment-là, avec mon 70-200. On parle d'un truc qui est gros, quoi, visuellement. Et le gamin m'a jamais regardé. Et en fait, je me suis dit, tu sais, il a même pas eu, enfin, c'est un enfant, il est curieux, il regarde. Et surtout, il voit un blanc à côté, un touriste, là, avec un énorme boîtier. Il a au moins le réflexe de regarder ce qui se passe, pas forcément d'être intéressé par toi, mais juste de regarder. Et en fait, il m'a jamais regardé. Et il était là, il était assis et il regardait l'horizon, tu vois. Et en fait, ça m'avait vachement touché en me disant, mais à quoi il pense ce petit là maintenant, pour pas être distrait par moi qui est à côté, qui normalement distrait tout le monde, tu vois. Et ça m'avait choqué. Donc c'était le premier truc où je me suis dit, waouh, tu prends quand même un choc dans ta gueule quand tu voyages dans ce genre de pays. Et après Madagascar, là c'était pas du tout un voyage touristique. On était entouré par une agence, mais c'était un voyage vraiment responsable. On allait dans les endroits très reculés où très peu de touristes allaient, et c'était vraiment bien régulé. Et ce village sur le canal des Pangalan où il y avait tous les gamins et tout, j'espère retourner un jour. Là ça a complètement chamboulé ma vie, me dire comment ils vivent. Les gamins, ils marchent, ils font 12 km le matin pour aller à l'école. Il y avait juste des trucs, ils avaient plus accès, ils avaient à peine accès à l'eau. Pour la nourriture, c'était complexe, ils allaient pêcher. Les mecs, ils partaient à 5h du matin toute la journée pêcher en mer avec des pirogues pourries. Enfin, ils se retournaient. Enfin, tu vois, ils étaient dépendants de tout ça, et tu comprenais qu'en fait, la vie, elle était différente pour eux. Alors, ils étaient pas pauvres, c'était un peu le sujet aussi de mon documentaire. C'était pauvres matériellement, mais pas au fond d'eux. Et en fait, c'est ça que tu découvres, c'est qu'il y a une pauvreté réelle au niveau du matériel, mais intérieurement, ils sont peut-être plus riches que nous, en fait. Et c'était ça qui était bouleversant. Et après, la partie où tu parles du Noël, là, c'était particulier parce que c'était dans un orphelinat aussi. Et nous, on sait, Noël, on a l'arbre de Noël, je vois mes neveux, ils ont une dizaine de cadeaux. Enfin, tu vois, c'est tout le monde, enfin, on est garni de trucs autour de nous. Il y en a trop, bien trop. Et eux, en fait, ils avaient peut-être juste une peluche que encore quelqu'un leur avait donnée parce qu'ils l'ont eu via un don. Et ils étaient refaits, tu vois, d'avoir juste une petite peluche. Et en fait, tu vois que, c'est pas le matériel. Alors là, c'est matériel, forcément une peluche, mais c'est juste un truc. T'as pas besoin d'en avoir 10 000 autour de toi.
Et en fait, quand ils chantaient cette chanson du Petit Papa Noël, là, j'étais complètement déboussolé parce que je pensais à ce que nous, on a chez nous facilement en soi, et eux, ils ont rien. Et en fait, quand nous, on a beaucoup, on chiale, en fait, et eux, ils ont rien et ils sont contents. Et en fait, c'était ce truc-là qui était pas facile à avoir dans la tête, quoi. Et les safaris, après, ça, c'est autre chose. Là, c'est les animaux. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de me consacrer sur les animaux parce que c'est quelque chose qui me passionne, parce que on peut pas discuter avec eux, tu sais, c'est un truc, tu peux pas les atteindre vraiment, c'est un truc mystérieux, en fait. Et c'est peut-être ce côté-là que j'adore chez les animaux, parce que c'est vraiment totalement mystérieux, tu peux pas les toucher, et en fait, t'essayes en permanence d'apprendre d'eux, alors que c'est compliqué, en fait. Et c'est toujours différent. Tu vois, un safari, mon père, il me dit, oui, bon, t'as fait 4 pays, bon, tu vas peut-être pas y retourner. Je dis, si, et je vais même retourner au même endroit exactement, tu vois, parce que en fait, à cet endroit-là, l'éléphant, il sera pas là, ça sera un autre, et ça sera un lion peut-être cette fois-ci. Et tu vois, genre, et c'est jamais, c'est ce côté éphémère aussi, enfin, comme l'Islande. Moi, c'est pour ça, c'est un autre pays que j'aime bien. Alors là, c'est pas le côté animalier ou humain, mais là, c'est plutôt paysage. Ce côté éphémère de l'Islande, les glaciers, etc., où ça change tout le temps, en fait. Et c'est ça que j'aime dans le voyage, dans ces destinations. Il y a peut-être certaines destinations où je me fous d'y retourner parce que ça sera pareil, tu vois, je vais voir la même chose, c'était cool quand j'y suis allé, mais enfin, tu vois, les grandes villes, etc., ça me passionne pas d'y aller. Peut-être parce que j'ai eu la chance déjà d'y aller, donc je peux dire ça. Mais bon, si je retourne jamais à New York ou à Dubaï dans ma vie, honnêtement, je m'en fous. Par contre, si je retourne pas dans un safari ou en Islande, là, je serais déçu. Voilà, donc c'est pour ça que ces pays-là, ça me marque, parce que c'est ce côté éphémère qui est génial, surtout quand tu fais de l'image, quoi, aussi. Ça fait du sens, ça fait du C'est sens. ça. Oui, par rapport à tous ces safaris et puis tous les gros tournages que tu as pu faire, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es mis en danger vraiment pour des images et avec le recul, tu t'es dit que ça valait le coup ou pas Alors, c'est une vraie question. Moi, personnellement, en danger, je pense, une fois en Islande, ouais, je suis descendu un peu sur une cascade et je voyais pas trop que ça glissait, et j'aurais pu finir dans l'eau. Ça aurait été moins rigolo. Et en fait, là, ce qui était con, c'était le coup de faire la photo Instagram. Tu vois, en fait, c'était même pas le fait de, en fait, risquer un peu plus ma vie, pas au point d'en mourir, mais genre risquer un peu ma vie pour aller faire une photo extraordinaire qui a un sens, tu vois, un animal, un truc. Plus ça, mais là, j'allais pour faire une photo de merde, tu vois, de moi au bord de la cascade. En fait, voilà, c'est clairement la photo Instagram, chose que maintenant, j'essaie de faire de moins en moins. Et là, voilà, là, il n'y a aucun sens, aucun but derrière cette photo, en fait, réellement. Et donc là, c'est un vrai risque pour rien du tout. Tu vois, donc ça, je déconseille vraiment aux gens de faire ça, des selfies un peu olé olé, les mecs qui se pendent au bord des falaises, des trucs comme ça. Bah, tu fais du buzz et tout, mais bon, tu fais juste du buzz. Alors oui, il y a un sens en soi, parce que tu fais du buzz, tu as de la visibilité, mais enfin, tu peux clairement crever, quoi. Donc, moi, j'ai entendu un truc comme quoi il paraît que toutes les semaines, il y a un mec qui meurt d'un selfie. Parce qu'il s'est peut-être mis dans un endroit où, enfin, là, tu dis, waouh, c'est chaud quand même, tu vois. Et donc voilà, à ce niveau-là, c'est vrai que cette fois-ci, j'avais un peu déconné et je l'ai rapidement vu, en fait, et ça m'a évité ça. Et après, pour les animaux, en fait, j'ai un peu ce problème-là où les animaux, j'ai l'impression que c'est mes potes, quoi. Et parce que je les aime tellement, mais profondément, vraiment, je te jure, j'ai l'impression que je peux les approcher, leur parler et les toucher. Mais tu sais que tu peux pas le faire. Donc bien sûr, je l'ai pas fait. Je suis pas sorti de la voiture et aller voir le lion et viens, on fait un petit câlin et tout. C'est pas possible, tu vois, parce que je suis quand même assez conscient que je peux pas le faire. Mais c'est vrai que des fois, on a des photos où moi je suis à ras de sol, enfin dans la voiture, mais avec le lion qui passe à 2-3 mètres, qui arrive face à moi, je n'ai pas peur, en fait. Alors que le guide était là. Alors j'étais en sécurité parce que j'étais dans la voiture, mais mes amis à côté qui étaient plus en sécurité que moi, le guide et tout, me dit attention, attention. Et moi, j'avais pas une seule seconde la peur. Parce que et ça c'est un peu de l'inconscience, parce que j'avais l'impression que c'était mon pote, quoi, le lion. Qu'il allait venir comme mon chat, tu vois, où je peux lui dire, tiens, on refait la photo, on fait un selfie, et parce que je les aime profondément, mais je sais qu'attention, voilà, je vais pas déconner, je vais pas sortir de la voiture, voilà. Et puis, dans les safaris, j'ai toujours été encadré de mon ami guide Valentin Lavis, qui m'aide aussi à me dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et voilà, toujours respecter ce que dit le guide, et avoir des guides responsables aussi, parce que tu peux avoir des guides qui font des conneries. Moi, j'ai vu des trucs, quand t'as le guépard qui monte sur la bagnole, c'est strictement interdit. T'as les mecs qui font des photos comme ça, mais t'as un guépard au-dessus de ta tête, quoi, tu vois.
Donc ça c'est pas possible. Donc il faut vraiment vraiment faire attention quand même après à tout ça, quoi. C'est clair. Et au niveau, donc là, on a pas mal parlé du passé. Au niveau de tes projets futurs, est-ce qu'il y a des choses là maintenant vers lesquelles tu voudrais encore plus te tourner? Documentaire, vraiment, parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de raconter des trucs. C'est un peu plus ce que je fais maintenant sur mon Instagram, sur mes réseaux, où j'ai envie, tu vois, derrière une photo qui est une vraie légende. Je vais pas dire, tiens, un paysage, là, avec un logo coucher de soleil. Non, je vais essayer de raconter un truc à chaque fois, ce qui s'est passé, que ce soit avec des humains, des animaux, ou peut-être moi, mon expérience, avec mes amis, ce qu'on a vécu. Et voilà, j'ai besoin en fait de raconter. Donc le documentaire, pour moi, c'est le but ultime. Voir le film aussi, le long métrage, ça aussi, ça serait des trucs qui me plaisent vraiment, que juste faire des images qui n'ont pas de suite, quoi, en fait. Donc partir dans des voyages où on raconte un truc, comme je t'ai dit tout à l'heure, New York, machin, tout ça. Si c'est juste pour aller montrer les beaux bâtiments, bon, il y a toujours une histoire derrière ça. C'est une autre histoire, tu vois, c'est différent, mais moi, ça me passionne pas. Donc il faut des images qui me passionnent et où derrière, il y a un but d'évolution, tu vois, aussi. De me dire, ces animaux, faut aller les protéger. Le Kenya, la Zambie, les 2 derniers voyages que j'ai faits, c'est des voyages où je me suis dit, j'ai investi moi-même sur ces voyages-là. Je suis pas parti pour un client. Et j'ai financé ça avec toute mon équipe pour aller faire ces projets-là, pour aller se régaler, pour aller apprendre des choses. Parce que voilà, j'avais ce besoin de raconter tout ce que j'allais voir sur place, quoi. Donc ça, c'est un peu la suite. Après, j'ai toujours des projets aussi avec des clients. Beaucoup moins maintenant de projets où j'ai des tournages vraiment pour des clients. Je suis plus axé aujourd'hui sur ma formation et le partage avec les gens et mes projets personnels qui se lient aussi avec la formation et le partage sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un mix qui se retrouve à chaque fois. Mon voyage au Kenya, je savais que dans ce voyage-là, j'allais faire un documentaire qui allait être une carte de visite pour moi, pour après démarcher, faire des documentaires, des photos que j'allais partager sur mon Instagram, des modules que j'allais tourner pour la formation. On a aussi fait en plus une pub pour Canon, avec un projet sur des objectifs. Donc en fait, dans ce voyage-là, tu rentabilises dans tous les sens, et c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est que ça soit génial sur tous les points, quoi, tu vois, dans tous les petits business que tu as autour, et que ce soit pour ton business ou aussi à titre personnel. Du coup, super. Du coup, par rapport à ta formation, ça t'apportait quoi vraiment de créer cette formation par rapport justement au projet client que tu vivais avant de tous tes projets clients? Ouais. À quel moment tu t'es dit, je vais créer une formation, je vais repartager tout mon savoir? C'était vraiment une envie qui... Alors, c'était une envie ça faisait plusieurs années, depuis 2018, que j'avais eu cette idée. Et mon pote Nicolas Domas, qui travaille avec moi aujourd'hui, lui était vraiment dans le monde de la formation en général, plus l'immobilière, etc. Donc, il connaissait tout ça. Il m'a dit, ça serait cool quand même que tu fasses aussi une formation photo, vidéo. J'ai la chance de toucher un peu à tous les domaines, voyager dans pas mal de choses. Et donc, c'était un bon moyen de pouvoir parler un peu de tout aux gens. Et je lui dis, ok, ouais, parlons-en. Et on s'est fait un petit trip en Italie tous les deux. Et de là, on a commencé à écrire un peu le sommaire de la formation. Et j'ai tout filmé pendant plus d'1 an. Et le 11 octobre 2019, le jour de mes 30 ans, j'ai lancé ma formation, en fait. Et mon but, il y avait 2 buts, et je suis totalement transparent. Le partage, forcément, de la passion, etc. Mais aussi un but financier. À la base, pourquoi ? Parce que je voulais une indépendance financière, grâce à aussi la formation, qui allait me permettre de pouvoir investir sur mes propres projets. Donc le but n'était pas forcément d'être riche pour moi et d'avoir plein d'argent pour m'acheter une Ferrari ou un truc comme ça, mais il était de pouvoir avoir le luxe de refuser des projets que je voulais plus faire au niveau alimentaire, tu vois, en gros, que tu as besoin de faire juste pour vivre. Donc aujourd'hui, en fait, grâce à ça, ça me permet de refuser ces projets qui me plaisent plus et d'investir moi personnellement dans mes projets qui me plaisent. Pour être transparent, le Kenya, c'est 20 000 euros. Donc, j'ai investi 20 000 euros pour 15 jours de tournage, plus tout le temps que je vais mettre derrière, où je vais pas filmer pour des gens, où donc je vais pas gagner ma vie, et donc perdre de l'argent en soi. Donc, c'est beaucoup plus d'argent que ça, en fait, investi dans un sens, pour pouvoir réaliser mon propre projet, mon rêve d'aller au Kenya, d'aller voir ces animaux, de faire ces photos, de faire ce documentaire. Et en fait, c'était aussi ça, la formation, de pouvoir avoir une stabilité financière pour moi et ma famille, d'être sûr de plein de choses pour l'avenir, et derrière, d'être capable de pouvoir investir dans les projets qui me faisaient rêver. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de partir autant de temps dans des endroits de fou, de consacrer autant de temps à ces projets-là, parce que financièrement, je peux me le permettre, parce qu'il y a ce revenu, en quelque sorte, un peu passif de la formation qui arrive et qui donc me permet
d'aller investir dans ces choses-là. Et après ça, bien entendu, il y a aussi la grosse partie du partage de la passion, et aujourd'hui, maintenant, d'avoir le retour des élèves qui ont fait la formation et qui ont clairement, pour des centaines d'entre eux, en ont fait leur métier. On a des retours de folie. Donc pour moi, c'est une énorme fierté quand je reçois certains messages de gens qui me disent « Tiens, j'ai vendu ça, tiens, je vais partir à l'autre bout du monde, regarde, je travaille pour qui, regarde mon projet, etc. » Et pour moi, voilà, au fond de moi, il n'y a pas que la partie financière, il y a toute cette partie, cette fierté au fond, qui me dit « Mais j'ai réussi à faire ça. » Tu vois, j'ai pas vendu clairement une merde à quelqu'un pour prendre des sous et vivre de mon rêve. J'ai vendu quelque chose à quelqu'un pour qu'il vive aussi le rêve que je suis en train de vivre. Et voilà, et ça, en gros, c'est pour moi la plus grosse fierté. Donc, j'ai pas de tabou aujourd'hui à parler d'argent parce que oui, je gagne très bien ma vie avec la formation, mais c'était mon but. Donc, j'ai réussi ça pour aujourd'hui être capable de créer tout ça, d'avoir une équipe avec moi. Donc, oui, je gagne bien ma vie, mais en même temps, je fais vivre 4 familles derrière. Donc, en fait, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'avant, tout seul, je pouvais pas employer quelqu'un. Même moi, j'étais tout juste, moi, j'investissais tout dans mon matériel pour progresser. Et aujourd'hui, maintenant, je paye 4 personnes à plein temps. Tu vois, plus des projets en plus, je leur fais vivre des expériences de fou. Mon pote Jérémy, par exemple, qui travaille avec moi, en 1 an, même pas 1 an, il est parti à Madère, il est parti au Kenya, il est parti en Zambie, et là, il va partir en Antarctique. Enfin, qui fait ce genre de voyage-là déjà dans sa vie, tu vois, en fait. Et donc, j'offre des opportunités à des gens qu'ils auraient peut-être pas pu avoir dans leur vie, et à moi-même, en fait. Déjà, à la base, moi, je veux m'offrir ces opportunités-là, et je veux offrir aussi ces opportunités à plein d'autres gens. J'ai remercié mon équipe en partant aux Seychelles. Tu vois, à mon équipe qui a créé aussi la formation avec moi, on est partis tous ensemble aux Seychelles et je me suis dit, voilà. Donc, je suis pas en mode, je veux garder tout pour moi, je veux partager avec les gens. Et donc, on est partis à 6 aux Seychelles, aller se régaler pour fêter un peu toute notre réussite en soi. Tu vois, donc voilà, c'est toujours de l'investissement aussi pour les autres et continuer à développer ce rêve. C'est magnifique. C'est génial. Ouais. T'as d'autres questions? Je pense qu'on a fait un petit peu fait le tour. Hein. On a parlé des anecdotes de tournage, des personnes qui t'ont influencé, des gros inconvénients de ce métier. On a parlé des jeunes, ce que tu recommandes aux jeunes, des qualités que doit avoir une personne qui t'accompagne sur tes voyages et au quotidien. Si tu devais recommencer ta carrière de photographe aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Par quoi tu commencerais vraiment? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je sais pas, en fait, je te jure que quand je reviens en arrière, que je réfléchis à ce que j'ai vécu aux États-Unis, je me dis, mais waouh, en fait, c'était dingue. Des fois, tu te dis toujours, oh, j'aurais pu faire ça. Mais en fait, là, j'avoue, je sais pas ce que j'aurais pu vivre de plus fou que ce que j'ai vécu aux États-Unis. Parce que je pense que c'est une opportunité que dans le monde du BMX, que personne d'autre au monde n'a eu, en fait. Donc, dans ce monde-là, vraiment, après, c'est une niche, donc c'est pas beaucoup de gens. Mais, je sais pas, même l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là dans le BMX, aujourd'hui, on l'a plus, c'est plus cadré aujourd'hui, enfin, c'est plus professionnel, alors ce qui est très bien pour eux parce qu'ils gagnent mieux leur vie, mais avant, c'était plus rock'n'roll et tout, et c'est aussi ce que je kiffais avant, et ce que j'ai vécu avec eux, enfin, ce mec, Ben Snowden, donc, qui m'avait invité là-bas, il m'a fait entrer au X-Games, on a photographié les X-Games ensemble, on a fait on est allé dans des soirées, des trucs de fou furieux, vraiment, on est allé à Vegas tout le temps, genre, c'était vraiment la vie américaine. Alors, c'est pas la vie maintenant que je souhaite avoir d'aller à Vegas tous les jours, mais quand t'as 22 ans, que tu sais pas trop où tu vas, enfin, c'était un truc de fou, quoi, tu vois, à vivre. Tu découvrais tout, tu allais au Grand Canyon, machin, enfin, tu prenais la voiture, tu montais les vélos dedans, tu allais rider avec les meilleurs riders du monde, tu te dis, mais c'était impossible que j'accède à ces gens-là, en fait, tu vois. Et en fait, de là, voilà, ça m'a ouvert tout le reste. Donc, j'ai absolument zéro regret à ce niveau-là. On m'a souvent dit, pourquoi t'as pas créé une grosse boîte de production, par exemple, tu vois, où t'aurais plein de gens qui travaillent, tu vas faire des gros projets, des grosses pubs, etc. Moi, parce que j'ai jamais voulu avoir cette contrainte qu'on a dans une grosse boîte de prod. Je l'ai vu, j'ai déjà tourné pour des boîtes de prod où j'étais juste réal ou même derrière faire des photos, des trucs comme ça. Je les voyais bosser. Je me dis, les mecs, ils en peuvent plus toute la journée, quoi. Ils sont à cran toute la journée. Et moi, c'était pas ma vision des choses, en fait. Je voulais pas avoir... En fait, j'ai pas de problème à avoir des responsabilités, mais pas autant que ça. Je savais que je pouvais m'éclater encore plus en ayant moins de responsabilités
et potentiellement peut-être même mieux gagner ma vie ou même moins peut-être, on s'en fout, mais sans avoir toutes ces énormes responsabilités qu'ils ont sur un plateau. Quand tu vois tout ce qu'ils doivent faire, etc. L'un des derniers tournages qu'on a fait, on voyait les mecs, ils en pouvaient plus. Moi, j'étais là, je faisais des photos backstage, c'était cool, tu vois. Enfin, on avait zéro pression. Et puis je pense même au fond de moi que j'étais peut-être même plus payé que certains sur le plateau, qu'ils en pouvaient plus. Tu vois. Et donc même ici, c'était, je voyais vraiment que c'était exactement pas ce que je voulais faire dans ma vie, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je préfère être pas payé du tout et investir de l'argent sur un projet au Kenya, tu vois, que être très très bien payé sur un plateau et me faire chier et être en pression tous les jours. Voilà, donc c'est pour ça aussi que, après ça c'est ma vision, il y en a, ils rêvent de faire la prochaine pub Dior ou j'en sais rien. Complètement rien à faire de faire la pub Dior, vraiment, je préfère aller voir un éléphant et passer ma journée à le voir et réussir un cliché incroyable, et peut-être après, bah oui, vendre ce cliché, parce que c'est vrai que si tu passes ta vie à faire des photos d'éléphants et que et tu fais juste des photos d'éléphants, à un moment tu vas pas vivre non plus. Donc il faut trouver un business model qui te permet de vivre, mais t'as plein de photographes animaliers qui font des livres, qui vendent des photos, qui vendent tu vois, qui arrivent aussi à se débrouiller, qui gagnent peut-être moins bien leur vie qu'un mec qui va faire des longs métrages tous les jours. Mais bon, déjà, tu vois quand même des choses incroyables. Et puis, physiquement, c'était quand même un peu plus posé, quoi. Tu vois, c'est plus relax. Donc, après, ça, c'est ma vision des choses. Hein. C'est pas la vision que tout le monde doit avoir. Heureusement, parce que sinon, plus personne ferait de film, etc. Ah, mais c'est sûr. Mais voilà, donc, c'était un peu un choix de vie. Et donc, c'est pour ça que celui-là, non plus, je le regrette pas, quoi. Non, mais c'est génial. C'est voilà. génial. Mais écoute, je pense que je n'ai pas d'autres questions. Non. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Merci, avec plaisir. C'était une interview passionnante par quelqu'un de passionné. Merci, ouais. Et Surtout passionné. Voilà, parce que nous, on pense que les passionnés sont passionnants. Et c'est vraiment quelque chose qui nous motive tous les jours. Je pense que les jeunes comme nous ont besoin de découvrir des profils comme le tien. Et cela nous motive pour la suite. Voilà, donc un grand merci. Merci à toi. Au plaisir.